Bonjour Charles Stepanov. Bonjour. Vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Et alors je dois vous dire bravo puisque vous êtes le premier lauréat du prix de l'essai France Culture Arte. Vous publiez L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage aux éditions La Découverte, sciences sociales du vivant. Et c'est pour cet essai, bien entendu, que vous avez été primé. Alors, il y a quelque chose de dérisoire chez les journalistes, c'est qu'ils considèrent que ce qui est intéressant, c'est ce qui est d'actualité. Et donc, la chasse est dans l'actualité, même si ça fait plusieurs millénaires, vous m'éclairerez à ce sujet qu'on la pratique, que l'homme les pratique, donc la chasse et donne la mort à des animaux. Que vous inspirent ces accidents de chasse et ces différents thèmes qui ont mis très récemment la chasse dans l'actualité, Charles Stepanov? Alors, c'est vrai qu'en fait, ces accidents se reproduisent chaque année. C'est vrai que souvent, à l'ouverture de la chasse, on en parle. C'est dramatique, hein, absolument. Et tout accident mortel, a fortiori, est un drame qu'il ne faut pas oublier. Ce qu'il faut observer, c'est que statistiquement, il y a des progrès. On peut en être satisfait. En 1997, il y avait une quarantaine de morts. Aujourd'hui, on est une quinzaine, on approche d'une dizaine. Bon, c'était peut-être un effet du confinement aussi, il y avait moins de pratiques. Il faut aussi voir qu'il y a des causes écologiques derrière ça. Les chasseurs se sont armés ces dernières décennies d'armes plus dangereuses, de tir à balles plutôt que les plombs. C'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'il y a de moins en moins de chasse au petit gibier, aux lapins, aux lièvres, aux faisans, et de plus en plus de la chasse au grand gibier, aux sangliers et aux cervidés. Donc on a là des transformations écologiques de nos paysages qui impactent la faune et qui impactent aussi les accidents et l'actualité. Est-ce que ces accidents constitue un thème important pour les chasseurs? Est-ce qu'il y a là véritablement un motif de préoccupation pour eux, ou est-ce qu'ils sont essentiellement utilisés, alors les uns diront évoqués, les autres instrumentalisés par les personnes hostiles à la chasse, Charles Stepanov? Alors, la sécurité fait partie des formations, puisqu'il y a eu un travail d'encadrement, de discipline des chasseurs par l'État ces dernières décennies, avec la création d'un examen pour le permis de chasse. Alors, beaucoup des vieux chasseurs que j'ai rencontrés ont obtenu le permis simplement en payant un timbre. Il n'y avait pas d'examen, aucune formation. Donc sur ce plan-là, il y a une prise en charge importante avec des règles de sécurité. Mais derrière ça, au fond, il faut aussi voir les causes sociologiques de ces conflits. Et souvent, c'est ça qui envenime les situations. C'est qu'on a une rencontre souvent conflictuelle entre des usages de la nature contradictoires qui sont porteurs de visions, de philosophie de la nature et de la place de l'homme dans la nature. Et c'est en ça qu'il y a un enjeu, c'est pour ça qu'il y a des polémiques profondes entre des usages qui sont plus récents, hein, qui sont la promenade, le VTT. C'est pas du tout dans la culture paysanne de se promener juste pour se promener. Et ça s'est répandu, on l'a vu se répandre au moment du confinement. Parce qu'il y avait beaucoup d'urbains qui sont venus dans les campagnes et qui sont mis à faire du jogging dans des lieux où on n'en avait jamais vu. Et alors ça peut créer des conflits avec des usages locaux de bûcheronnage, de chasse. Voilà, c'est d'un côté, on peut dire une vision de la nature plus comme un décor, où on voudrait que ça soit des paysages les plus naturels possibles et calmes, avec un usage un peu contemplatif. Et d'un autre côté, des usages de populations locales enracinées dans des traditions paysannes qui ont un regard plus productif, d'approvisionnement. Dans la nature, on va chercher du bois pour se chauffer, chercher des champignons ou du gibier également. Ça fait partie d'un ensemble de pratiques. Mais oui, parce que lorsque l'on évoque les différends qu'il peut y avoir entre des promeneurs et des chasseurs, il y a quand même des usages de la nature différents de la chasse. Alors, par exemple, la récolte de champignons, par exemple, effectivement, le bûcheronnage et le bûcheronnage à titre privé qui est une activité en pleine augmentation, Charles Stepanov. Alors, moi, ce que j'ai observé, c'est comment des pratiques de chasse rurales s'intègrent à un ensemble de techniques vivrières. Il ne faut pas voir ça isolément. Alors, ce n'est pas toutes les chasses. Il y a la chasse commerciale pratiquée par des urbains qui n'a aucun ancrage local. Là, je parle de chasse de tradition paysanne, c'est-à-dire des gens qui sont agriculteurs, éleveurs ou fils de familles d'agriculteurs ou frères, etc., et qui ont un accès à des terres familiales.
et qui valorise une forme d'autonomie vivrière qui est fondée sur la production du bois pour se chauffer, sur le jardinage également, le potager. J'étais assez surpris de voir que beaucoup de chasseurs, finalement, ils passent beaucoup plus de temps à jardiner dans le potager, dans un idéal d'autoproduction, d'autosuffisance, avec aussi des échanges. C'est très important. La viande, c'est un support de distribution, de relations, d'entretien, de forme de solidarité, d'entraide. Je te donne un cuisseau de sanglier, toi tu vas me donner un coup de main à la moisson pour l'ensilage du maïs, etc. Vous qui êtes anthropologue, donc vous travaillez en tant que chercheur sur la chasse, et la chasse est aujourd'hui largement commentée dans les médias. J'aimerais vous faire entendre Willy Schrein. Il est le président de la Fédération nationale des chasseurs. C'était un débat avec l'avocate Marianne Soubré le 9 novembre dernier sur RMC. Je vais t'expliquer ce que t'as pas compris. En quoi ça, Toi, c'est tu comme ça, penses tu qu'on l'es est là pour réguler. Mais t'as pas compris. Non. T'as pas compris que nous, c'est une passion. Eh ben T'as alors, pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de tuer. chasse. à tuer. Ça en fait partie. Mais t'as Mais- pas compris mais ça. moi, Tu crois que mais- nous, on va devenir effectivement les petites mains de la régulation et que demain, on va dire la chasse. Mais c'est affreux ce que tu dis en Mais fait. c'est la vérité. Mais Ah t'as mais pas oui, mais compris. alors Bah, au si moins, ça, c'est si franc. une Mais t'as histoire- pas bah oui, compris. si c'est Bah, une mais c'est histoire ça, de- la chasse aussi. Moi, mon métier, c'est pas chasseur. Bah, J'en ai rien à foutre de réguler. Moi, je vais à la chasse parce que c'est une transmission extraordinaire dans ma Oui. passion Oui. et j'y prends du plaisir. La voix de Willy Schrein et de l'avocate Marianne Soubré. Charles Stepanov, vous qui signez L'animal et la mort aux éditions de La Découverte, comment entendez-vous, comment analysez-vous ce discours, ce franc-parler du chasseur Willy Schrein ? On voit les hésitations, les difficultés des institutions de la chasse à tenir un discours cohérent, parce que ces dernières décennies, même depuis la Deuxième Guerre mondiale, les institutions de la chasse se sont engagées, comme je le disais, dans un travail d'encadrement et de discipline des chasseurs, qui consistait d'une part à leur enseigner la sécurité, comme on vient de l'évoquer, mais aussi leur enseigner la gestion et un principe de régulation du gibier. C'est ce que j'ai appelé une révolution gestionnaire, une volonté de rationalisation de pratiques qui étaient considérées, des pratiques paysannes, comme irrationnelles, trop vivrières, trop tournées vers la collecte de viande. Donc on a enseigné un rapport sportif à la chasse, c'est entrer dans la loi, une vision finalement bourgeoise. Derrière ça, il y a une lutte des classes, il n'y a pas d'unité, il n'y a aucune homogénéité dans le monde de la chasse, c'est très important d'en être conscient. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on parle des chasseurs dans les médias, qu'il s'agisse de l'institution, représentatif de la chasse, ou qu'il s'agisse des critiques anti-chasse, on a un discours qui homogénéise une réalité extrêmement complexe et diverse. Les chasseurs, en soi, ça n'existe pas. Pas plus que les musiciens, où on mettrait les sonneurs de cornemuse, les rappeurs et la chanteuse d'opéra, comme s'ils avaient les mêmes références culturelles, les mêmes intérêts. Non, entre la chasse paysanne, qui est tournée vers un aspect vivrier, le fait de produire de la viande et d'échanger, de construire des rapports sociaux sur l'échange de la venaison. Il n'y a pas de rapport avec une chasse en parc commerciale dans laquelle la viande, elle part directement à Rungis. Ça n'a pas de rapport avec la chasse en safari, qui a pour but un face-à-face avec un animal qu'on ne reverra jamais sur des terres qu'on ne connaît pas. C'est complètement différent également de la vénerie, la tradition de chasse à courre, de la chasse noble. Ce sont des histoires séculaires complètement différentes et on perd de vue les conflits internes à ce milieu quand on dit les chasseurs. Moi, j'ai rencontré des chasseurs, ils me disaient « je suis chasseur, mais je suis aussi anti-chasse, parce que je suis contre un certain nombre de pratiques qui me déplaisent et je suis contre l'institution. » Lesquels, par exemple ? Et par exemple, les gens qui sont agriculteurs, éleveurs, issus de cette tradition de chasse paysanne. C'est important dans le monde agricole, un agriculteur sur 4 est chasseur. C'est vraiment la profession où il y a le plus d'ancrage synégétique, même si les agriculteurs aujourd'hui sont 1 à 2% de la population française. Mais ils ont une grande maîtrise du territoire et donc leurs pratiques, leurs usages des territoires ont un impact très important. Donc, pour Ils ont eux, des savoirs également. Voilà, bien sûr. Mais pour eux, souvent, ils regrettent qu'il y ait une commercialisation de la chasse destinée à des Parisiens, à des urbains qui vont prendre des actions. C'est un système d'actionnariat pour pouvoir venir chasser tous les week-ends. Et afin de les satisfaire, les propriétaires
de grandes forêts, de domaines de chasse, vont faire en sorte qu'il y ait un maximum de gibier pour que ces Parisiens puissent voir du gibier, puissent effectivement avoir un beau tableau de chasse en échange de l'action qu'ils ont payée. Le problème, c'est que ça a soutenu l'expansion immaîtrisée des populations de sangliers qui vont ensuite faire des dégâts chez les agriculteurs, dont la chasse, elle est plus centrée sur le petit gibier, sur les lièvres, les lapins, des petits animaux qui sont des cohabitants au quotidien, qui sont vraiment intégrés dans le système agraire. Mais oui, parce que la question des sangliers, elle se pose, on évoquait la régulation, et ça n'est pas un vain mot, les sangliers, il y en a de plus en plus, et c'est une population extrêmement difficile à maîtriser. Charles Stepanov. Voilà, alors il faut se demander pourquoi, d'où ça vient. C'est à nouveau des questions écologiques et des choix politiques. C'est complètement entremêlé. C'est ça qui est fascinant pour l'anthropologue, c'est qu'on ne peut pas séparer des questions de nature, des questions de culture et de politique quand on traite de la chasse. Et donc il faut développer une approche socio-écologique en fait pour les sangliers. Le problème des pouvoirs publics au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on a deux courbes opposées. La courbe des chasseurs qui ne cesse d'augmenter, c'est le loisir des ouvriers, c'est soutenu par le Parti communiste français, la chasse. Et d'un autre côté, la faune qui est visée par cette petite chasse populaire, elle diminue déjà à cause de la modernisation de l'agriculture, à cause de l'emploi des premiers phytosanitaires, des arséniates de plomb. On se rend compte que les perdrix diminuent terriblement dans certaines régions. Le choix des pouvoirs publics, ça a été finalement aller artificialiser encore plus les choses, alors que les chasseurs de base, il y a un problème, il faut remettre en cause notre modèle agricole. Il y a eu des lanceurs d'alerte qui étaient les premiers à signaler les effets des phytosanitaires dans les années 1930, 1950. Sur la faune, ça venait des chasseurs de la base. L'institution fait le choix de l'élevage de gibier. Il n'y a plus de gibier dans les campagnes naturelles, on va passer au gibier produit. C'est dans les débats parlementaires dans les années 60-70. La faune naturelle n'existe plus. On a l'avènement d'une utopie, d'une faune produite et maîtrisée par les humains, et ça aboutit à des catastrophes écologiques qu'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire que concrètement, on a nourri les sangliers. Alors, on a nourri d'un côté la petite faune sous la forme de gibier d'élevage, des lapins, des perdrix, dans des élevages intensifs inspirés de l'élevage de poules. Ça pose des problèmes écologiques ? Ah oui, alors évidemment, parce que c'est des espèces qui sont quasiment en extinction. La perdrix, dès les années 50, 30 et 50, on le voit. Et aujourd'hui, sur les 30 dernières années, la perdrix a perdu 95% de ses effectifs. Donc c'est une catastrophe. Et le problème, c'est que les solutions avancées par les pouvoirs publics et les institutions de la chasse et l'INRA, ça a été de lâcher des perdrix issus d'élevage industriel qui ont été sélectionnés pour leur prolificité, c'est-à-dire le nombre d'œufs qu'elles produisent, le rendement, et plus du tout pour leur adaptation au milieu naturel. Donc on a des perdrix qui n'ont pas reçu d'éducation par leur mère. Les petits perdreaux sont séparés de leur mère. Il y a une négation de la culture interne aux perdrix, le fait que les mères ont de l'amour pour les perdreaux. C'était une évidence pour tout le monde dans les années 1950 et c'est oublié. C'est tout un travail de conversion cosmologique en fait qui redéfinit la perdrix comme un organisme physiologique avec des intrants, avec des choses qui sortent. Mais alors que deviennent ces perdrix On a créé des perdrix domestiques, mais qui ne sont pas capables de se défendre face aux prédateurs, qui ne savent pas qu'il faut se mettre à l'abri quand il y a un rapace qui survole, qui ne savent quasiment pas se nourrir d'elles-mêmes, qui ne savent pas chasser. Elles doivent attraper des insectes pour se nourrir. Elles ont été alimentées uniquement avec de l'aliment artificiel dans les élevages. Donc il y a des efforts, évidemment, ces dernières années d'adaptation, dans des volières, d'amélioration. Mais le fait est que les études montrent que quand ces perdrix, on leur permet de couver les œufs qu'elles pondent, elles ne les couvent pas. Les femelles ne les couvent même pas. Quelques mâles vont couver. On a des aberrations, en fait, qui font que, évidemment, on a des souches qui ne sont plus capables de se reproduire, de se défendre, de se nourrir dans la nature, et qui sont venues polluer ce qui restait des souches locales de perdrix. Donc, en fait, toutes ces mesures, elles ont, je pense, malheureusement, contribué à accélérer l'extinction de cet oiseau qui était un emblème de nos campagnes, la perdrix grise et la perdrix rouge. Mais alors, dans le même temps, il y a eu une multiplication des sangliers. Aujourd'hui, il y en a trop. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les lapins et les autres espèces. Charles Stepanov.
Non, alors le lapin, il a eu la myxomatose, le pauvre. Bon, c'était un virus qui a été lâché pour le réguler. Et en fait, on l'a pas maîtrisé. Les gens me racontent, dans les années 50, ça sentait la charogne sur les routes de campagne à cause de ces lapins qui mouraient. Et ça a été introduit volontairement en Eure-et-Loire dans un parc. Bon, mais évidemment, le virus s'est échappé par les moustiques. Voilà. Les sangliers. Alors, face à cette disparition de la petite faune, les pouvoirs publics ont poussé les classes populaires à se mettre à une chasse qui était réservée aux élites pendant des siècles et même des millénaires, la chasse au grand gibier. Et donc, on a eu là un grand changement culturel quand les classes populaires, ouvriers, paysans, se sont mis à de la chasse au sanglier principalement. Alors, il y a eu des politiques de gestion qui font que les populations ont été préservées, on a bien géré la reproduction. Il y a eu des élevages aussi, il y a eu des lâchers encadrés par les pouvoirs publics. Dans les Cévennes, c'est le parc national des Cévennes qui crée des enclos avec de l'élevage de sangliers et des lâchers pour favoriser la chasse. C'est dans une politique de maintien de liens des populations avec leur territoire. La chasse et le sanglier, ça va être ce qui fait que les gens continuent de se voir, de se réunir dans les Cévennes dans les années 70-80. Donc on a effectivement cette situation qui est largement causée par l'homme et aujourd'hui, avec cette mutation, on a nécessairement une transformation de la chasse, Charles Stepanov. Voilà, et évidemment. Alors premièrement, il y a des gens qui ont arrêté. En 40 ans, 1 million de personnes mettent le fusil au clou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plusieurs choses. Il y a les gens qui pratiquent la chasse populaire, il n'y a plus de faisans, il n'y a plus de lièvres, de lapins. Ils disent on ne va pas aller tuer le dernier lapin qu'on voit, on aime les voir, on aime les regarder, donc on arrête de chasser. Donc à peu près 40% des chasseurs, maintenant 50% en fait, sont partis ces dernières décennies. C'est aussi un rejet des politiques des institutions de la chasse. De beaucoup de gens me disent non, moi ça ne me convenait pas, cette chasse marchande, ce business autour du sanglier, c'est plus la convivialité qu'on connaissait. Et puis il y a des transformations d'ordre rituel qui m'a évidemment intéressé comme anthropologue spécialiste du chamanisme, de voir que des classes populaires qui n'avaient de contact qu'avec le petit gibier, qu'est-ce qui se passe pour elles quand elles vont tuer des gros animaux ? On va en parler dans une vingtaine de minutes. On reviendra d'ailleurs sur le chamanisme, puisqu'en tant qu'anthropologue, vous avez travaillé dessus, Charles Stepanov. L'animal et la mort, c'est votre ouvrage publié aux éditions de La Découverte. Il a obtenu le premier prix de l'essai France Culture Arte. Mais en attendant, il est 8h justement sur France Culture. Et nous retrouvons le lauréat du premier prix de l'essai de France Culture Arte, Charles Stepanov, L'animal et la mort. C'est le livre que vous publiez aux éditions La Découverte, Sciences sociales du vivant. Charles Stepanov, vous êtes anthropologue et c'est justement une démarche particulière que celle que l'on suit dans ce livre, où vous évoquez à la fois les contradictions de notre société, les particularités de la pratique de la chasse, le lien avec des pratiques ancestrales. La chasse est une pratique ancestrale, et avec d'autres pratiques, par exemple le chamanisme, parce que vous avez travaillé sur le chamanisme. Peut-être un mot pour nous dire d'ailleurs ce qu'est le chamanisme. Oui, effectivement, j'ai fait ma thèse sur le chamanisme. J'ai travaillé une quinzaine d'années autour des pratiques rituelles chez les peuples autochtones de Sibérie, qui sont peuples nomades, éleveurs et chasseurs. Donc j'avais déjà un pied dans la chasse. Qu'est-ce que c'est le chamanisme ? C'est pas facile à définir, il y a plein de définitions différentes. Pour moi, la plus efficace, c'est une définition sociologique qui nous parle de rapports sociaux à l'intérieur des membres de ces sociétés autochtones. C'est un mode de division du travail dans l'accès à l'invisible, je dirais. Division du travail parce que d'un côté, on va avoir des chamans qui sont des spécialistes, qui sont des gens reconnus pour leur talent extraordinaire, qui est incorporé dans leur corps, dans leur physicalité, dans leur sensorialité, dans l'exploration des mondes non humains. Alors ça passe par l'invisible parce que c'est l'idée d'aller rechercher les subjectivités qui sont autour de nous, que nous ne voyons pas, qui sont l'âme de la montagne, l'âme des animaux, l'esprit de la rivière, en fait, toutes sortes d'êtres qui réagissent au comportement des humains.
Il y a un aspect évidemment écologique là-dedans, l'idée que l'humain il est en interaction en permanence avec son milieu vivant, et une interaction qui n'est pas seulement sur le mode de l'exploitation extractiviste, mais qui est sur un mode social, avec de la réciprocité. Donc il faut des spécialistes de ça, c'est les chamans, parce qu'ils sont capables de voir des choses que les autres ne voient pas. C'est comme ça que les Tuva chez qui j'ai travaillé définissaient les chamans. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que votre travail d'anthropologue consiste à arracher cette profession de chaman qui résonne de manière étrange à nos yeux d'occidentaux, de l'arracher à la psychologie pour l'inscrire justement dans la société et dans les particularités de ces sociétés que vous analysez. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu une approche, disons, fin 19e siècle du chamanisme par les explorateurs occidentaux qui était un peu médicale et pathologisait ces pratiques en disant ce sont des fous, alors peut-être des fous guéris, mais quand même des fous. Ce sont des épileptiques. Voilà. Et on parlait de transe, parce qu'on mettait en fait des étiquettes sur des choses qu'on ne comprenait pas. Quand les anthropologues ont appris les langues, on fait l'effort de faire des dictionnaires des langues, de comprendre, d'analyser les chants chamaniques, qui sont la substance même du rituel chamanique, transmise de génération en génération, on s'est rendu compte qu'il y a une subtilité extraordinaire, une immense poésie, et derrière ça, un rapport au monde. Et effectivement, c'est ça qui m'a intéressé, en voyant comment nos capacités d'imagination, que nous partageons tous les humains, nos capacités à voir au-delà de ce qui est physiquement immédiatement sensible, à cultiver des perceptions non sensorielles par le rêve, par les visions. Et c'est indispensable dans notre communication entre nous pour essayer moi, j'ai envie de comprendre ce que vous avez dans la tête, quelles sont vos intentions, vos états d'âme. Eh ben, j'explore déjà de l'invisible. Eh ben, les chamans, c'est juste des virtuoses de ce genre de choses. Mais alors, quelle différence y a-t-il entre le fait de travailler sur une société dont vous allez devoir recomposer les valeurs, les systèmes hiérarchiques, parce que ça n'est pas votre société, et puis votre travail, celui par exemple que vous présentez dans L'animal et la mort, où là, vous êtes à la fois sur des pratiques qui sont des pratiques propres à la France, même si je ne sais rien de vous, donc je ne sais pas si vous venez d'un milieu rural, urbain, si vous êtes vous-même chasseur, bref, comment fait-on pour à la fois faire de l'anthropologie sur une société lointaine et sur une société qui est proche, même si on évoque des pratiques qui ne vous sont pas nécessairement familières? Alors moi, je suis né à Paris, donc effectivement, je suis urbain, personne chassait dans ma famille, je ne suis pas chasseur, je ne suis pas devenu. Donc d'un côté, c'était faire des enquêtes sur la France, c'était quelque chose de proche, de plus facile, tout simplement parce que je n'avais pas à apprendre une langue bizarre avec une syntaxe compliquée, je pouvais directement faire des entretiens. Mais il y a une espèce de facilité trompeuse. Il faut en fait aller plus loin. Et donc, il y a cette nécessité d'un regard extérieur, d'un regard distant. Et en fait, je l'avais parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout. La chasse à courre, c'est complètement exotique pour moi. Et également les milieux animalistes finalement. Donc j'ai eu ce regard éloigné, même si c'était des terrains à 120 km de Paris. Et du coup, j'ai essayé de suivre ce précepte de Lévi-Strauss, d'éclairer le proche par le lointain et le lointain par le proche, et de venir avec un regard finalement sibérien, avec ma familiarité avec les pratiques de chasse, les pratiques chamaniques en Sibérie, venir avec cet outillage, ces problématiques, ces modes d'analyse, et poser ces questions sibériennes à des chasseurs et des animalistes d'Île-de-France. Quel lien justement entre ces chasseurs, je ne sais pas, les chasseurs d'Eure-et-Loir et les chamans sibériens? Alors, il y a des grandes différences dans l'organisation sociale, puisque nous sommes une société de classe. On en fait vraiment l'expérience très très fortement quand on étudie la chasse, avec des modes de chasse complètement différents, héritiers de la chasse noble, de l'idée qu'il y a un pouvoir régalien sur la faune sauvage, typiquement le loup. On est vraiment là en plein Moyen-Âge dans l'idée que c'est l'État qui doit réguler les loups en France, alors qu'en Sibérie, chaque éleveur, oui, il a le droit à l'autodéfense, et ce qui fait qu'il va entretenir un rapport beaucoup plus complexe et riche, qui est fait de respect. Le loup, c'est un alter ego, mais quelquefois, il fait des déprédations, on a le droit de se défendre. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre un rapport de respect, d'admiration, d'identification, et quelquefois de justice et de brutalité et de violence. Alors, il y a des points communs, malgré tout, en particulier chez des gens qui sont dans des modes de vie vivriers, qui sont dans un rapport à la terre
qui est d'appartenance réciproque. C'est-à-dire, la terre m'appartient, mais au fond, surtout, moi, j'appartiens à la terre. Et ça a un rapport avec les peuples autochtones de Sibérie, dans un rapport à l'animal, notamment, justement, qui est complexe, qui mêle à la fois un regard d'admiration, de respect et d'appétit, on va dire. Le fait de voir un animal à la fois comme une source de nourriture et comme quelque chose de magnifique et un cohabitant de mon milieu. Ça, c'est lié à des rapports vivriers qui sont fondés sur l'autonomie. Vous évoquiez Lévi-Strauss et chez Lévi-Strauss, il y a dans Triste Tropique, par exemple, l'idée qu'il faut être le conservateur de ces visages du vivant qui sont en train de disparaître. Dans la Drôme, par exemple, les chasseurs sont souvent des personnes un peu âgées. Les jeunes chassent de moins en moins. Il y a beaucoup moins de permis de chasse qu'auparavant. C'est le signe aussi, même si aujourd'hui cette pratique est au cœur de l'actualité, Charles Stepanov, eh bien cette pratique est aussi une pratique plutôt en déclin. Oui, alors pour toutes sortes de raisons qu'on a déjà évoquées, des conflits internes, une contestation par la base de certaines orientations politiques des institutions de la chasse, le déclin de la biodiversité. Et ça, c'est un phénomène mondial. Mais Dans il toutes y a les beaucoup régions. plus de sangliers qu'auparavant et il y aurait de quoi occuper les chasseurs. Je mets de côté la question morale dont on va reparler dans quelques instants. Oui, mais ça, comme je disais, c'est une culture des chasses d'élite. Et c'est vrai que les chasses populaires, qui sont fondées sur le principe d'aller chasser sur ses terres, d'aller chasser sur les prés, les quelques parcelles environnantes autour de la ferme, à pied, cette proximité, ce qui fait que là, la chasse est une pratique vraiment ancrée dans un mode de vie. Le sanglier, c'est différent. Il faut aller dans des forêts, dans des parcs, à l'autre bout du département, ou même beaucoup plus loin. Donc, c'est pas du tout le même rapport au territoire, en fait. Et on voit vraiment une corrélation entre le déclin de la petite biodiversité, les oiseaux, les oiseaux des campagnes perdent 30% de leurs effectifs sur ces 15 dernières années. Eh bien, c'est aussi des pratiques vivrières, c'est aussi tout un tissu de liens entre les hommes et cette petite faune qui disparaissent. C'est le cas dans nos campagnes, mais c'est le cas dans le reste du monde. Partout où la biodiversité décline, la sociodiversité décline, parce que les pratiques corrélées à ces espèces vivantes non humaines, elles n'ont plus de sens, elles disparaissent, les savoir-faire se perdent, les savoirs écologiques sont oubliés. Mais justement, la sociodiversité des campagnes, elle est enrichie, ou pas d'ailleurs, je vous demanderai votre avis là-dessus, par l'arrivée de ces néo-ruraux. On dit d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de néo-ruraux depuis la pandémie. Je ne suis pas sûr qu'ils chassent tous, je suis même plutôt persuadé du contraire, mais ça favorise une autre manière d'habiter la campagne. Alors bien sûr, oui, c'est un phénomène sociologique très important de ces dernières décennies, un repeuplement des campagnes avec des populations urbaines issues de l'exode rural qui reviennent. Dans les villages, qui rachètent des maisons. Ça crée des conflits, évidemment. Il y a de la pression sur l'immobilier, par exemple, qui font que les prix des habitations vont monter, ce qui fait que les locaux peuvent avoir plus de difficultés à eux-mêmes se loger ou loger leurs enfants. Il y a des conflits d'usage qu'on évoquait. Et au fond, derrière ça, il y a des visions de la nature qui sont liées à des pratiques différentes. Les néo-ruraux vont souvent avoir un travail qui n'est pas lié directement au territoire. Soit qu'ils travaillent un peu plus loin, ils prennent la voiture, soit qu'ils travaillent en distanciel maintenant, mais des activités liées plutôt au secteur tertiaire. Et donc, on va avoir des visions de la forêt très différentes. Ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé, de voir aussi la géographie qui change et les écosystèmes qui changent autour de nos forêts domaniales, autour de la forêt de Rambouillet, par exemple, où il y a eu la construction de nombreux lotissements qui ont permis à des personnes issues du monde urbain de s'établir près de la forêt et qui me disaient ce qui les attirait, c'était d'avoir un beau cadre, d'avoir la proximité des arbres, de pouvoir observer des animaux, de faire de la photographie animalière. Donc c'est un rapport assez contemplatif à la nature, pour qui la forêt, c'est un décor esthétisé et donc une vision de la forêt qui privilégie, qui idéaliserait une forêt primaire. La forêt idéale, dans les entretiens que j'avais avec ces personnes, c'est plutôt une forêt dans laquelle il y aurait le moins d'impact humain.
moins d'exploitation. Ils sont gênés par les chasseurs, mais aussi par le bruit des tronçonneuses, les forestiers. Alors que les populations qui ont un ancrage multigénérationnel dans la forêt, les forestiers, les ouvriers forestiers avec qui j'ai travaillé, par exemple, ont une vision très différente. Et là, c'est très intéressant parce que pour eux, la forêt, c'est pas du tout quelque chose de naturel, d'intact, d'inhabité. Au contraire, c'est jardiné, c'est leur travail. Il n'y a pas de séparation entre le lieu où on va se divertir, se faire des promenades, et puis le bureau. Non, leur bureau, il est dans la forêt. De même pour les agriculteurs, leur rapport avec leurs champs, avec les haies qui sont entretenues. Donc c'est une vision dans laquelle on ne voit pas cette séparation fondatrice de la philosophie moderne entre la nature et la culture, et finalement peut-être une proximité avec les peuples autochtones d'Amazonie, par exemple, les travaux de Philippe Descola, qui montrent que pour ces peuples, la forêt est un jardin, la nature est domestique. On a le même type de rapport chez des forestiers ou des petits paysans à la nature. Ils parlent de la nature, mais ils n'en font pas quelque chose de séparé de la culture. La nature, c'est un milieu nourricier et vivrier, c'est leur maison et leur jardin. Charles Stepanov, il y a aussi la question de la violence et de la violence légitime, puisque la chasse est une pratique violente, comme d'ailleurs le restitue le titre de votre ouvrage « L'animal et la mort », publié aux éditions La Découverte. Il y a finalement une part de cette violence qui est à la fois contenue, utilisée dans la chasse. Qu'est-ce que ça signifie pour vous qui êtes anthropologue ? Alors, d'un point de vue anthropologique, la violence fait partie inhérente des modes de vie humains. Il n'y a pas de forme de subsistance humaine qui n'ait pas d'impact violent sur les milieux vivants, qu'il s'agisse de l'abattage d'arbres pour construire des maisons, des charpentes, ou de l'abattage d'animaux pour se nourrir, mais aussi pour produire des matières premières, de l'outillage qu'on fait avec les os, les couvertures qu'on fait avec les fourrures des animaux, mais aussi des impacts plus importants dont on n'a pas conscience souvent dans le grand public. Les chasseurs-cueilleurs sculptent, entretiennent des paysages entiers par des incendies. Des incendies qui sont des techniques autochtones d'entretien de grands espaces en Australie, en Amérique du Nord, en Sibérie également. La recherche montre qu'il y a une formation anthropique des paysages depuis au moins 12 000 ans. 75% de la surface terrestre est anthropisée et modifiée par ces pratiques de chasse, de cueillette et d'incendie des peuples autochtones depuis au moins 12 000 ans. C'est une étude qui est sortie là en 2021 dans la revue américaine de l'Académie des sciences et qui pour moi est un bouleversement parce que ça change notre vision même de ce que c'est que la nature. La nature n'est pas séparée de la culture depuis au moins 12 000 ans. Et ça doit aussi nous pousser à remettre en cause notre conception de la crise écologique globale actuelle. Donc il y a différentes formes de violence, différentes formes d'actions violentes de l'humain sur la nature, certaines qui sont productrices de biodiversité, parce que ces incendies produisent de la biodiversité quand ils sont maîtrisés et régulés, et puis une forme de violence moderne, plus récente, industrialisée, systématisée, démultipliée et en même temps cachée dans nos sociétés. Et c'est là qu'il y a quelque chose de bizarre, d'intriguant, pour l'anthropologue, c'est quelle est devenue la violence dans notre société moderne, où aucune société n'a été aussi violente, dans le sens où la violence sur les animaux, par exemple, la mort. En France, on tue 3,2 millions d'animaux par jour. Et pourtant, nous, Français, nous pouvons manger de la viande tous les jours, de la naissance à la mort, sans avoir jamais vu un animal tué, sans avoir jamais vu une carcasse découpée. C'est extraordinaire d'un point de vue anthropologique. Ça n'a jamais existé. C'est impensable dans la plupart des sociétés. Donc là, nous avons constitué un rapport à la violence tout à fait singulier, démultiplié et camouflé à la fois. Vous avez d'ailleurs une expression tout à fait saisissante, Charles Stepanov, pour en parler. Vous parlez de la division du travail moral. Voilà. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là ? Que nous puissions consommer la chair des animaux sans jamais les voir mourir. Évidemment, c'est un système de spécialisation des tâches, de division du travail, qui fait que l'abattage des animaux, leur élevage sont confiés à différentes professions. Des éleveurs, ensuite des engraisseurs, ensuite le tueur, ensuite le boucher qui va découper. Toute une segmentation du rapport au vivant qui n'existe pas
dans les sociétés où j'ai travaillé en Sibérie. Le mouton qu'on mange, on vient de le voir gambader il y a 1 heure et c'est les mêmes personnes qui l'ont caressé, qui l'ont nourri et qui vont l'abattre et le manger, mais avec une espèce de piété, de reconnaissance qui fait que si vous laissez un petit morceau de viande sur l'os que vous mangez, c'est une malédiction, vous ne pourrez pas avoir d'enfants. Voilà. Donc il y a du coup dans ces sociétés sibériennes un rapport complexe, profond, multiple, polymorphe à l'animal qui est lié au fait qu'il n'y a pas de segmentation de la violence, qui fait que tout est assumé par les mêmes personnes. Alors chez nous, au contraire, grâce à cette segmentation, on a pu développer des attitudes qui sont épurées. D'un côté, la plupart d'entre nous n'avons pas à avoir des actes de violence sur les animaux, donc nous avons développé un rapport très bienveillant, d'amitié avec nos animaux de compagnie. Nous avons pu épurer comme ça une relation de pure bienveillance. Et puis d'un autre côté, nous avons délégué la violence à des institutions, à l'industrie, qui a un rapport de plus en plus froid à l'animal, qui les traite comme un minerai, comme une matière première. Oui, puisqu'on parle de minerais pour la viande qui sert à faire des lasagnes, bref, dans toutes les préparations de ce type, on évoque effectivement ce terme même, Charles Stepanov, mais dans ces conditions, comment expliquer le contraste entre cet oubli finalement de la violence, cette délégation de la violence, et le fait que le chasseur soit, pour certains en tout cas, une figure Oni, une figure qui pose un problème moral plus que finalement ceux qui participent à la chaîne de production de la viande par ailleurs. Alors précisément parce que la forme de violence qui est dans la chasse, elle est antérieure à la modernité. Elle n'entre pas dans cette forme de division du travail. Elle reste quelque chose de socialisé. La violence dans la chasse. Ça va être des réunions de gens qui vont arpenter le territoire, qui sont des copains, les gars du coin, qui ensuite font des banquets de chasse, qui vont, pour les veneurs, sonner de la trompe, ils y vont en costume. Donc toute une ritualité, une socialité autour de la violence qui est totalement pré-moderne, a fortiori pour la chasse à courre, qui maintient des cérémonies qui sont mises en place au Moyen-Âge. Et ça fait scandale parce que c'est totalement antithétique avec ce mouvement séculaire de la modernité qui industrialise et camoufle la violence. Donc ça remet en cause l'existence même de la chasse aujourd'hui dans nos sociétés, les conceptions que nous avons de nos sociétés et de nous-mêmes comme civilisation qui a évacué la violence et le sang. Il y a quelque chose du coup de non discipliné, de non civilisé, de barbare et d'archaïque dans la chasse qui fait scandale. Et je n'emploie pas ces termes-là durs par hasard, parce que ce sont exactement les termes qui sont employés dans des milliers de commentaires que j'ai collectés patiemment sur les réseaux sociaux, dans les polémiques autour de la chasse. C'est un conflit entre une notion de civilisation et une notion de barbarie qui en dit long sur nos conceptions de notre définition comme civilisation par évacuation de la violence. Mais comment les chasseurs voient-ils les choses ? Alors, ils comprennent pour beaucoup cette contestation. Pour beaucoup, ils la trouvent injuste, surtout dans les milieux ruraux où ils vont tuer un lapin pour le manger. Quand ils tuent un sanglier, ils distribuent la viande autour d'eux. Et certains me disaient, moi je trouve plus honorable de tuer l'animal et de produire ma propre viande que de consommer de la viande de boucherie qui est issue d'élevage industriel. Et il y a des réflexions autour de la violence que je vois du même type à Notre-Dame-des-Landes, à la ZAD, où l'on voit des jeunes qui sont souvent issus de milieux éduqués et qui rejettent ce principe de division du travail moral, qui veulent se réapproprier les conditions de leur survie. Et pour beaucoup d'entre eux, ça veut dire se mettre à l'élevage, mais ça veut dire aussi, ou à la chasse quelquefois, tuer soi-même les animaux, en prendre la responsabilité, le faire avec respect, et pour l'autoconsommation, pour la distribution, pour la commercialisation éventuellement, mais de façon non déléguée.
ne plus déléguer les conditions de notre survie, se réapproprier notre rapport au milieu vivant sous toutes ses formes, sur le plan émotionnel, mais aussi de subsistance. Mais alors, justement, c'est ça qui est étonnant parce que on l'évoque presque chaque matin dans les matins. Il y a aujourd'hui, dans cette période que nous vivons, une mutation d'un certain nombre de valeurs, des combats qui sont menés, l'antiracisme, le féminisme, la question donc de l'animal que l'on évoque en ce moment. Est-ce que vous, anthropologue, vous pensez qu'on a affaire à une rupture anthropologique en ce sens qu'aujourd'hui, il y a par exemple de plus en plus de personnes qui renoncent à la consommation de viande, voire de produits d'origine animale? Est-ce que vous pensez qu'on a affaire à une sorte d'évolution inéluctable avec une transformation? Après tout, pourquoi pas? Et il y a quelques années, si on nous avait dit par exemple que la cigarette deviendrait quasiment bannie, on ne l'aurait pas cru, pour d'autres raisons, c'est un autre contexte. Mais aujourd'hui, on voit ce discours monter avec l'animal. Est-ce que vous pensez qu'il y a là une sorte de mouvement impossible à arrêter, qu'on le souhaite ou pas d'ailleurs, Charles Stepanov? Alors, je pense qu'en fait, ces contradictions que j'essaye de mettre au jour dans mon livre et dont j'essaye de trouver les racines historiques depuis le début de la modernité, avec cette intolérance au sang et à la violence, avec toutes les contradictions que ça a fait, cette déchirure entre nos valeurs morales, notre esthétique et les conditions de production, de subsistance de nos modes de vie qui sont en conflit totaux, nécessairement, ça devait aboutir à parfois des explosions, des contestations, et nous le voyons actuellement avec les dénonciations de l'élevage industriel par L214, par les animalistes. Ce camouflage ne fonctionne plus. Ce camouflage de la violence industrielle. Forcément, il y a des images qui doivent sortir et des débats qui doivent s'ouvrir. Et je vois plutôt dans l'avenir une multiplication des formes de subsistance avec des gens qui veulent se réapproprier. J'en donnais des exemples chez des jeunes, dans des petites communautés locales, qui veulent se réapproprier les conditions de leur survie. L'élevage industriel ne va pas disparaître parce qu'il répond à une demande. Il a permis de sortir de la faim, de la disette, des millions de populations de personnes à travers le monde. Il y a des marchés émergents dans les pays en voie de développement qui veulent avoir accès à la viande, qui veulent avoir accès au lait. Actuellement, s'il y a une industrialisation, une concentration de l'élevage, par exemple en Bretagne, c'est pour répondre à la demande des classes moyennes en Chine. Et ça, donc on a des tendances qui vont peut-être dans des sens inverses, qui vont certainement produire de plus en plus de conflits. Et c'est pour ça, je pense, qu'on a besoin de recul anthropologique, comparer d'autres façons d'organiser le rapport au vivant, à la terre, dans d'autres sociétés, mais aussi historiques, en prenant conscience du fait que nos modèles dominants actuels, ils sont hyper récents. Enfin, en 1800, on mangeait 4 fois moins de viande que maintenant. Donc, si les gens mangent moins de viande dans l'avenir, est-ce que c'est une rupture civilisationnelle ou est-ce que c'est un retour à un mode de consommation un peu plus raisonnable ? Mais on a, en tout cas, quoi qu'il en soit, déjà une évolution de la notion nature, ce que vous appelez la crise du sauvage, Charles Stepanov. Alors, bien sûr, oui, une remise en cause à la fois de modèles d'exploitation extractivistes qui traitent le monde sauvage et la nature en général comme une pure ressource, mais aussi remise en cause, ce que je trouve intéressant, d'une vision de la nature sur le mode purement de la bienveillance et de la protection, avec typiquement la mise en place de réserves naturelles dont on va exclure les populations locales et où on va interdire les pratiques vivrières. Par exemple, où j'ai travaillé en Sibérie, il existe des réserves naturelles dont on a exclu les peuples autochtones parce qu'on considère que c'est une pollution, cette présence humaine. Alors là, il y a un virage complet à faire. Il faut changer de logiciel. Quand on voit les dernières études parues dans la revue américaine que je citais de l'Académie des sciences, c'est toute une série d'études qui nous montrent que ces pratiques autochtones, vivrières, elles ont forgé ces espaces naturels. Il y a des pratiques humaines qui sont créatrices de biodiversité quand elles sont fondées sur l'autonomie vivrière, et il y a des pratiques humaines qui sont au contraire destructrices, qui sont, disons, en un mot, la chasse-cueillette en supermarché, qui sont fondées sur la délégation de la production à l'industrie, et ça, c'est destructeur. L'autre fait qui est tout à fait saillant, c'est la résurgence, je ne sais pas quel terme employer, je vais vous laisser d'ailleurs le faire, Charles Stepanov, dans nos sociétés, d'une forme d'animisme.
Alors, vaste sujet. Oui, il y a un intérêt Je vous demanderai de définir le terme d'animisme. Vous avez raison. Pour les anthropologues, l'animisme, c'est une notion qui a toute une histoire, qui s'est développée à la fin du 19e siècle, qui a été redéfinie par Philippe Descola, anthropologue français, pour qui l'animisme, c'est un mode d'identification avec les non-humains qui leur attribue une intériorité semblable à celle des humains, alors que les physicalités, les corps sont différents. Ce qui est important, c'est que dans un contexte ontologique animiste, les humains entretiennent des relations sociales de réciprocité avec les animaux, mais pas uniquement donc de production. Alors, il y a un intérêt dans l'écologie politique, dans de nombreux milieux en France préoccupés par les questions environnementales, pour l'animisme, avec cette idée que nous avons développé un rapport trop utilitaire au vivant et qu'il faudrait développer un rapport plus socialisé et émotionnel avec les animaux sur le modèle de l'animisme. Ce qu'on oublie quelquefois, et là comme anthropologue, je dois attirer l'attention, c'est que l'animisme, il est pratiqué par des sociétés d'horticulteurs, de chasseurs-cueilleurs, qui n'ont pas du tout un rapport purement bienveillant et esthétique à la nature. Évidemment non, ce rapport purement bienveillant et esthétique à la nature, il est inventé dans nos sociétés à partir de la Renaissance et il est lié à une division morale du travail. Il y a en réalité, dans ces sociétés animistes, un double rapport au vivant, d'incorporation émotionnelle et sociale, mais aussi évidemment d'incorporation physique par la chasse et par la guerre. Le reste est à découvrir dans cet excellent livre, Charles Stepanov. On s'en est rendu compte, je crois, au travers de vos réponses et de votre présentation donc de la chasse, à la fois cet objet que l'on pense être très proche et que l'on découvre lointain et profond, avec vos mots. On découvre tout cela donc dans ce livre qui est le premier lauréat du prix France Culture Arte, L'animal et la mort, chasse, modernité, crise du sauvage. C'est aux éditions La Découverte, collection Sciences sociales du vivant. Merci d'avoir été avec nous, Charles Stepanov.